Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Caféine. Caféine, c'est une conversation avec des femmes, des hommes de tout horizon avec un même point commun, être passionnés par leur métier. Comment ont-ils trouvé leur voie ? Comment se sont-ils accomplis ? À quoi ressemble leur quotidien ? Une galerie de portraits singuliers, variés et surtout inspirants à écouter pour stimuler votre curiosité, vos idées et pourquoi pas vos choix de vie. Hello à tous, j'ai le plaisir de vous partager aujourd'hui ma conversation avec Alexandra, fondatrice de sa propre marque de maillots de bain, Enja. C'est après quelques années à travailler dans les cosmétiques qu'Alexandra a envie de monter sa boîte. Elle se pose alors la question, qu'est-ce qui me manque au quotidien ? Très vite, l'idée du maillot de bain arrive et Alexandra se met en ordre de marche pour créer sa propre marque. J'ai été assez curieuse de comprendre comment Alexandra s'y est pris pour se faire une place dans un secteur qu'elle ne connaissait pas et de comprendre les différentes étapes de création de sa marque. Avec Alexandra, on a parlé de la réalité de son quotidien de jeune maman entrepreneur, de l'importance d'être bien entourée pour faire grandir sa marque ou encore de savoir s'imposer. Je vous laisse avec Alexandra et vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Alexandra. Bonjour Sarah. Bienvenue sur Caféine, je suis ravie de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Moi aussi. Alors Covid oblige, cette conversation est enregistrée à distance, mais bon, on va c'est moins sympa, mais bon, c'est pas grave. Comment tu vas ? Très bien, pleine forme. Bon, tout va bien. J'attends le deuxième bébé. Tout se passe plutôt bien. La grossesse se passe bien. L'année commence bien pour Enja. Donc franchement, ça va très bien. Génial. Oui, parce que tu es la fondatrice donc de la marque de maillot de bain Enja, que tu as fondée il y a presque 4 ans maintenant. Il y a... oui, exactement. En avril, ça va faire 4 ans. Ça va vite. Déjà. Incroyable. Et alors, en regardant ton parcours, j'ai vu que tu avais étudié 1 an à l'IFM, qui est l'Institut français de la mode. Ouais. Et je voulais savoir si à ce moment-là, tu savais qu'un jour, tu allais travailler dans ce milieu. Pas du tout. Pas du tout. En fait, moi, j'ai un parcours assez classique. J'ai fait Dauphine en éco. J'ai fait un master de marketing et stratégie. Et puis, je me suis lancée dans les cosmétiques. J'étais assez passionnée par ce marché parce que très féminin, mais très challenging, très chiffré, très concurrentiel. Donc j'aimais bien le côté analytique, stratégique et en même temps vendre du make-up, des crèmes, ça m'amusait. Donc je trouvais que c'était un bon compromis. Et en fait, j'ai fait l'IFM parce que je voulais me donner un côté un peu plus créa, ouvrir un peu les champs des possibles et pas continuer avec un master, je sais pas, le SCP ou autre école de commerce entre guillemets. Je voulais avoir un profil un peu plus avec plus de je sais pas comment dire de capacité, enfin une éducation un peu plus large que juste de la commerciale et stratégique et marketing. Donc j'ai postulé à l'IFM quand j'étais en stage chez Clarins et j'étais à distance. En fait, j'étais à l'étranger, donc je l'ai fait sur pareil sur ordinateur comme ça à distance. C'était déjà le début des conférences via ordi. Et j'étais un peu stressée parce qu'il y avait beaucoup de questions au niveau mode et moi j'y connaissais rien du tout, mais vraiment rien du tout. Et c'est un jour que tu m'avais dit que je finirais dans la mode, même si le bain c'est pas exactement c'est pas vraiment considéré comme de la mode pure. Non, vraiment j'avais aucune idée que je finirais là-dedans. Donc j'ai postulé, c'était en 2011. Ouais, en 2011 et j'ai fait l'année 2011-2012, donc c'était quasiment il y a 10 ans et j'ai adoré. Qu'est-ce que tu as appris là-bas ? Alors déjà, quasiment tous les exercices sont des exercices de groupe. On en faisait déjà pas mal à Dauphine, mais là c'est tu choisis pas ton groupe, il t'impose un groupe avec des profils très différents. Donc déjà comment travailler en équipe avec des profils qui sont vraiment mais à l'opposé entre un hyper créa, un financier, un mec qui était à la base architecte, une autre qui était plutôt marketing. Enfin vraiment. Comment réussir à regrouper un peu toutes les compétences de chaque personnalité. Et puis on a eu des cours absolument extraordinaires de tout, vraiment de tissus, d'analyse de défilés,
d'analyse stratégique de marque, de finance, de Ouais, donc ça te changeait complètement de ce que tu avais appris à Dauphine, qui était plutôt axé marketing, exactement. management. Ouais. Exactement. Dauphine, je faisais des cours de comportement du consommateur, qui étaient hyper intéressants et qui sont fondamentaux. C'est de la base. Mais après, là, je suis rentrée vraiment plus dans le détail. On a fait des concours avec L'Oréal parce que moi, j'avais évidemment pris l'option cosmétique. On a fait des concours avec L'Oréal où on devait repenser. Nous, on devait repenser le parfum Loulou de Cacharel. Et on a fait une présentation qui était trop fun. On s'est vraiment bien marré. Et voilà, et puis on a eu des interlocuteurs de dingue parce que c'est une école qui a un gros carnet d'adresses et du coup on a eu Pierre Berger, on a eu Siné Toledano, on a eu enfin vraiment on a eu des gros interlocuteurs et des gros intervenants et c'était vraiment hyper intéressant. Et puis on plongeait aussi dans des marques parce que on avait des analyses des cas stratégiques de marques. Donc moi j'étais sur Nina Ricci. J'ai rencontré le PDG de Nina Ricci qui nous a dédié 2 heures de son temps pour nous expliquer un peu ses problématiques, pour qu'on fasse des recommandations. Et c'est marrant, là cette année, le responsable de l'IFM m'a demandé moi d'être de l'autre côté et du coup de consacrer 2 heures aux étudiants pour qu'ils me répondent, enfin qu'ils me rendent un cas stratégique. Donc D'accord. Mais tu as décidé, donc après l'IFM quand même, donc de rester dans les cosmétiques, pas t'orienter dans le textile. Et tu as travaillé donc plusieurs années chez Make Up For Ever ou encore chez By Terry sur des fonctions plutôt chef de projet, ouais. coordinatrice, etc. Et alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de quitter ce milieu et de fonder ta marque? Je pense qu'il y a eu plusieurs facteurs qui m'ont un peu déclenché. Le premier, c'est que j'étais entourée de gens qui lançaient leur marque. Mon mari, avocat, lançait son cabinet avec que des entrepreneurs et je trouvais que ils avaient une sorte de passion ouais, ils avaient quelque chose dans leur voix, dans leurs yeux qui me donnait envie. J'avais l'impression que c'était une aventure qui était palpitante, intéressante, stressante, mais c'était sa propre aventure. Donc je me disais, ah, ça, c'est sympa. Quand j'étais à l'étranger en stage chez Clarins, j'avais un pote qui montait beaucoup de boîtes et qui m'avait dit un jour, je sais pas pourquoi, il m'avait dit, si un jour tu veux monter ta boîte, cherche pas midi à 14h, essaie de trouver quelque chose qui te manque, parce que si ça te manque à toi, ça manque forcément à quelqu'un d'autre. Et donc, de cette envie de lancer un truc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux lancer? Parce que je vais pas me lancer dans une marque de cosmétiques, c'est quand même des barrières à l'entrée monstrueuses, des financements très élevés et tout. Donc, voilà, je commençais à chercher un petit peu et puis je trouvais qu'une marque de maillot de bain simple, élégante, bien coupée, pas trop chère et très féminine, ça manquait. En fait, chaque année, j'avais vraiment du mal à trouver un maillot de bain qui me plaisait. Je ne dirais pas les marques concurrentes évidemment là, mais à l'époque, il y avait une qui était très chère, très parisienne, que j'adorais. Comme je suis née en juillet, j'attendais les soldes pour les avoir pour mon anniversaire. Et l'autre qui était un peu plus mainstream où tout le monde avait le même, il y avait un modèle ou deux qui étaient bien qui étaient bien dans leur collection et du coup tout le monde l'avait sur la plage. Et après il y avait pas mal d'autres marques mais qui étaient assez girly, assez jeune fille, jeune femme en fleurs et tout. Je voulais vraiment un truc féminin, sensuel et pas trop cher. Et quand j'en ai parlé autour de moi, j'ai eu que des réactions. Non mais je galère trop à trouver un maillot aussi. Donc je me suis dit qu'il y avait un marché. Si mes copines aussi avaient du mal à trouver, je me suis dit que c'était un marché à prendre. Puis j'ai fait comme toute bonne marketeuse, j'ai fait mon positionnement prix, le positionnement tout court, les études de concurrence. J'ai commencé à chercher un nom. Et puis j'ai une petite fibre artistique parce que ma mère est sculpteur, donc du coup j'ai dessiné. J'ai un petit coup de crayon, donc j'ai dessiné 2, 3 maillots sur un petit carnet, et puis ça m'amusait, et puis voilà. Donc ça a été aussi un facteur déclenchant de trouver l'idée. Ensuite, j'étais chez Make Up For Ever, j'étais dans un groupe qui s'appelait, enfin une sorte de groupe intrapreneur où en fait on avait un peu carte blanche pour donner la vision 2020. Donc à l'époque on était en 2016, donc à 4 ans. Donc c'était la mission 2020. Où est-ce que sera Make Up For Ever? Vous avez champ Si libre. vous saviez ce qui allait se passer en 2020. Ouais, c'est clair. En plus, moi, mon projet, c'était un truc énorme, genre de festival. Je peux te dire qu'on aurait été complètement à côté de la plaque.
Euh, du coup, voilà, ça m'a aussi mise dans cette ambiance entrepreneur. Je rencontrais plein d'interlocuteurs hyper intéressants aussi sur la façon de travailler, sur la façon de réfléchir. Ils nous stimulaient énormément sur ça parce qu'ils voulaient sortir de nous les meilleures idées possibles pour que ce soit intéressant pour eux. Donc j'ai été très stimulée là-dessus. Et puis j'avais un de mes très bons copains là-bas qui avait décidé de partir parce que ça faisait longtemps qu'il y était et voilà donc je me suis dit oh ça va pas être la même chose et puis personnellement il s'est passé deux trois choses à Noël qui ont fait que à la rentrée j'avais à peu près mon idée en tête, j'avais trouvé un fournisseur, j'étais motivée et j'ai annoncé à ma boss que je voulais partir non pas parce que j'étais malheureuse mais parce que j'avais envie d'autre chose et de monter ma boîte et comme son mari était entrepreneur aussi, elle m'a vachement soutenue et j'ai vraiment eu un départ exceptionnel chez Make Up For Ever. C'est une boîte que j'ai adorée, adoré bosser chez eux. C'est une boîte hyper fun, donc je suis vraiment pas partie parce que j'étais pas bien. Je pense que c'est pas une bonne raison en fait de lancer sa boîte parce qu'on n'est pas bien. Je suis vraiment partie en mode bon bah je me lance, ça m'amuse et puis on verra. Je suis pas mal, je suis bien dans ma tête, je suis bien avec mon parcours, j'ai bien fini avec Make Up Forever, on est encore en super terme. Donc j'étais assez sereine sur le départ. Donc voilà, donc, tout ça pour répondre à ta question de base qui était quels éléments ont fait que ça a déclenché. Bah finalement, il y en a eu plein de petits qui ont fait que l'idée a fait son chemin. Alors, c'est vrai, moi, je suis assez impressionnée par des gens comme toi qui montent des marques de textiles en n'ayant pas du tout d'expérience là-dedans ou une passion vouée à la mode en particulier ou à la couture, etc. Comment est-ce que tu t'y es pris pour rassembler toutes les infos nécessaires aux étapes de la construction de ta marque et leur mise en place? Tu vois, de se dire, bah, ok, donc là, il faut que je dessine, ensuite il faut que, je sais pas, que je contacte une modéliste, que j'appelle, tu vois, des usines. Comment est-ce que tu Je suis t'y es allée pris? un peu à tâtons en fait. C'est vrai qu'au départ, tu te dis oh là là, c'est quoi? Je saute d'une falaise là. Et en fait, je pense que la première chose, c'est de contacter un maximum de gens. Tout ce que tu peux prendre, tu prends comme conseil. Après, tu fais un tri, tu vois. Il faut, en tant qu'entrepreneur, là, je fais partie du réseau Entreprendre et mon mentor m'a dit que j'avais une belle capacité à être une éponge, en fait. C'est-à-dire que bah, tu prends tout ce que tu as à prendre et après, tu fais le tri toi-même. Mais faut pas se fermer, faut pas avoir peur d'aller demander de l'aide et demander des conseils et demander des avis pour se faire son avis soi-même en fait à force d'entendre des choses et ben on commence à avoir un petit instinct à se faire une idée donc ça déjà le premier conseil c'est d'aller taper à toutes les portes de gens qu'on connaît pour essayer de choper des idées de se stimuler de se rassurer de partir dans des bonnes directions voilà ensuite moi ce que j'avais fait déjà j'avais commencé par ce que je savais faire en fait c'est-à-dire que j'ai commencé comme je disais par mon positionnement, ce qui m'amusait en fait, tout ce qui m'amusait, Tout mes ce que mood tu savais boards, faire mon aussi, ouais. nom, mon logo, ma charte graphique, enfin tout ce que je faisais finalement au quotidien en tant que chef de produit, Mm. tout le mix produit en fait entre guillemets. Après en termes de production, ça c'est la partie la plus dure et c'est ça qui est entre guillemets notre seule barrière à l'entrée pour un produit qui est assez facile à produire finalement parce que j'ai pas choisi le produit le plus complexe. J'ai pas de baleine, j'ai pas de boutons, je suis pas sur du jean, sur de la chemise, sur de l'emmanchure. Enfin, c'est vraiment un produit qui est assez facile et assez instinctif en fait. Donc j'ai dessiné des modèles qui me plaisaient. J'ai demandé à toutes mes témoins un modèle qui leur plaisait et qui leur convenait en fonction de leur morphologie. Et en fait, mes quatre premiers modèles, c'est les quatre modèles de mes témoins. Enfin, en gros, entre guillemets, c'est un peu elles qui m'ont inspiré les quatre premiers modèles. D'accord. Et en fait, donc voilà. Donc déjà, commencer par ce qui nous amuse. Et une fois qu'on arrive à des choses qui sont un peu plus contraignantes, il faut sortir faut y aller. Hein, je me suis retenue sur l'expression, mais en gros, voilà, il faut se lancer. Moi, j'ai tapé sur Internet, fournisseur tissu, fournisseur usine, et puis je suis allée à des salons parce qu'à l'époque, les salons, Ah ça ouais. existait encore. Je m'étais fait une vieille carte sur Vistaprint parce que
parce que si on n'a pas de carte de visite, mine de rien, les gens nous regardent un peu. Oh là là, encore une nana qui se lance, elle va me prendre 20 pièces, ça va être l'enfer. Voilà, j'avais un comptable dès le départ pour créer ma société, pour créer un numéro de TVA, pour avoir l'air un peu plus établi, parce que si on n'a pas de numéro de TVA, les fournisseurs sont souvent un peu réticents. Donc au fait, au fur et à mesure, il faut aller sur les stands, se poser, demander des conseils et oser en fait. Au pire, ils nous envoient chier, mais bon, au mieux, tu ressors avec au moins un conseil, au moins un petit contact, au moins un premier pas dans le milieu, quoi. Et puis de fil en aiguille, je suis tombée sur des agents en Tunisie, Portugal, Pologne et tout. Et en fait, j'y suis allée à l'instinct avec une personne avec qui je le sentais bien. Et cette personne, en fait, faisait partie d'une grosse usine. Et donc, on a commencé à travailler un petit peu ensemble. Et puis, elle m'a écrit à la rentrée de septembre. Donc, ça, c'était en septembre 2016. Et elle me dit, voilà, je quitte l'usine, ils ferment le bain, je lance ma propre usine. Est-ce que ça te dit de me suivre? Bah, évidemment, enfin. Et puis j'ai trouvé ça sympa qu'on soit toutes les deux en mode bon bah on se lance, on va se soutenir, c'est parti. Et du coup, j'ai reçu mes premiers protos grâce à elle. En fait, je lui ai envoyé des benches de tissus que j'aimais bien. C'est elle qui me les a trouvés. Enfin, l'usine aussi peut te faciliter un peu le travail parce que eux ils ont vachement de contacts dans les tissus, donc tu peux essayer de compter sur ton usine pour te trouver des tissus que tu aimes bien. Donc, elle m'a trouvé mon tissu que j'ai depuis le départ, que j'adore. Et on a commencé à travailler les protos, doucement mais sûrement. J'étais excitée comme une puce à mes premiers protos. Quand je revois les photos, c'est un drame. Mais en vrai, c'était trop cool. Et tout s'est fait, en fait, petit à petit, comme j'aime bien le dire, la comparaison, t'as l'impression d'être en haut d'un plongeon, de sauter d'un plongeon de 10 mètres. Et en fait, sans t'en rendre compte, t'as déjà un pied dans la piscine et puis t'as juste qu'à glisser tranquillement, quoi. Tu me parlais de modéliste, j'en ai rencontré en disant, bah voilà, moi je sais dessiner, mais je suis pas modéliste, j'ai aucune capacité technique à dire tel point, tel centimètre à droite, à gauche pour que ce soit mieux rééquilibré. Enfin, j'ai aucune notion de ça. Donc j'avais rencontré des modélistes, mais qui me prenaient un budget monstrueux pour des dessins. Et je me suis dit, écoute, je vais me débrouiller toute seule, je vais dessiner mes modèles. Et puis, et en fait, c'est mon usine en interne. C'est mon usine en interne qui a son équipe de modélistes et de techniciennes. Et en fait, elle me fait les protos et mon proto et ma fiche technique. En fait, j'ai aucune fiche technique. Mais donc finalement, c'est ton usine enfin, c'est ton lien principal en fait sur la conception d'un maillot. C'est-à-dire que toi, tu leur envoies tes dessins, etc. Et c'est eux qui te fournissent en fait le produit final. Exactement. Exactement, c'est mon meilleur partenaire, mon usine. Enfin, vraiment, c'est une relation que je chéris, que j'adore. Et ça prend combien de temps entre le dessin que tu fais et la réception du maillot? Du maillot final définitif, Ouais. je dirais 6 mois. Ouais. Enfin, du proto validé définitif, c'est 6 mois. Après, de la prod, c'est un peu plus. Parce que t'as beaucoup d'allers-retours. Hein. Ça t'arrive de recevoir Franchement, de moins en moins, parce que ça fait vraiment longtemps qu'on travaille ensemble. Donc, globalement, là, tu vois, on a reçu des protos pour 2022. Quasiment rien à retoucher, c'est nickel, parce que ça fait longtemps qu'on travaille et qu'elle comprend mes envies, quoi. Mais au début, ouais, au début, t'as 3-4 allers-retours, et entre chaque aller-retour, t'as 3-4 semaines. Et puis après, tu choisis tes couleurs, elle t'envoie ta première collection pour ton photoshoot et tout. Mais tout, c'est vrai que comme on était petites toutes les deux, les délais ont été un peu plus raccourcis au début. Donc j'ai tout lancé un peu en rush en 3-4 mois, quoi. Mais là, ce serait plus possible. Quoique là, je suis en train de lancer une collab. On a décidé d'une collab là, il y a eu 2 semaines et je suis censée la sortir en juin, tu vois. Donc, comme quoi. D'accord, ouais. Comme quoi, parfois ça va plus vite. Parfois, ça peut passer. Et donc, tu passes du statut de salarié à entrepreneur. Est-ce que tu te souviens de tes premières semaines, de tes premières ventes? Est-ce que la solitude ne t'a pas trop pesé? En fait, non, parce que en fait, je suis passée j'ai fait une transition, comme je te disais, chez Make Up For Ever, j'ai vraiment un lien hyper fort. Et en gros, j'ai travaillé pendant 2 ans sur un projet de fond de chez Make Up For Ever de repenser toute la gamme de fard à paupières, donc de passer de quasiment
250 teintes à 75. Donc, c'était une grosse analyse en fonction des marchés avec la DA, avec les couleurs, enfin. Et c'était un projet qui me tenait à cœur. J'ai pensé à tout le concept. On a fait tout un shoot. On a fait une collab avec Feder, le DJ, pour le lancement. Enfin, vraiment, ça a été un gros lancement. Et du coup, elles m'ont dit, c'est quand même dommage que tu partes avant mai. Donc, alors, en fait, j'ai annoncé en janvier et on avait un séminaire annuel fin mai qui finalement a été annulé. Je ne sais plus pour quelle raison à cette époque-là. Mais en gros, voilà, ça a été annulé. Et elle m'avait dit, écoute, reste jusqu'à fin avril, entre guillemets, fin avril ou début avril, je sais plus. Enfin bref, tout ça pour dire que finalement, j'ai soldé tous mes congés payés en faisant une sorte d'alternance. Donc j'étais 2 jours chez Make Up Forever, 3 jours pour moi. D'accord. Ah oui, donc t'es pas. Donc du coup, les journées étaient remplies. Je me suis pas retrouvée en me tournant les pouces en disant bon maintenant je fais quoi, voilà. Tout ça s'est bien goupillé. Je suis partie pour mon shoot. J'ai lancé sur Ulule. Donc j'avais toute ma campagne Ulule à créer. Et Parce que Ulule, donc c'est une plateforme de financement participatif. Pourquoi est-ce que tu avais besoin d'Ulule? Tu avais besoin de fonds? en fait, je voulais pas le faire au début et c'est ma pote Aurélie de Soie qui me dit franchement, si c'était à refaire, je l'aurais fait moi. Parce que mine de rien, au-delà des fonds que ça te file de la trésorerie quand même en amont, ce qui est pas négligeable, hein, surtout au début, ça te permet d'avoir une renommée beaucoup plus forte et grande, beaucoup plus rapide. En fait, quand tu te lances, c'est ton cercle 1 qui va t'aider, qui va vaguement en parler, ça va prendre plus de temps. Alors qu'Ulule, comme c'est une plateforme, déjà tu crées tout un discours qui est ultra bien rodé. Eux, ils te mettent en avant de manière à ce que tu t'atteignes un cercle limite plus 3 des gens que tu connais vraiment pas du tout qui connaissent ta marque. Et puis du coup, ça te force à créer un discours, à créer une vidéo, à créer tout un outil en fait marketing qui t'aide vachement à faire de la com dessus. Et en gros, le premier jour, je voulais vendre 100 maillots, j'ai atteint l'objectif en 4 heures. Hmm. Donc globalement, c'est Ouais, c'est un gain de visibilité qui est hyper important. ouais. Et j'avais fait une vidéo qui a été vue à l'époque 4000, plus de 4000 fois. C'était énorme. J'étais allée dans une soirée de copains et je dis je viens de lancer ma marque. Ah mais c'est toi la créatrice d'Anja, machin. Donc voilà, en fait ça permet de toucher un cercle plus élargi plus rapidement. Voilà, en tout cas à l'époque. Aujourd'hui, je pense qu'il y a d'autres moyens avec Instagram, le sponsor. Je pense qu'il y a d'autres moyens. Et puis c'est vrai que Ulule est devenu un peu le litchi du jour où on est obligé de participer à telle et telle cagnotte ou tel et tel lancement de produit. Mais en vrai, le crowdfunding avait vraiment le vent en poupe à l'époque et j'hésitais. Et en fait, Auré m'a dit non mais n'hésite pas et c'était un des meilleurs conseils parce que ça a fait vite un buzz quoi. Et donc, tu es vendu aujourd'hui au printemps, aux Galeries Lafayette, et tu as même ouvert ta première boutique dans le 16e à Paris. Ouais. Comment est-ce que tu as fait pour Kenja et cette ascension? Alors tout s'est enchaîné de façon assez fluide en fait. Et encore une fois, je donne des conseils. Enfin, je donne mon histoire, mais le mode de commercial a tellement changé dans le sens où j'ai fait Ulule, puis j'ai enchaîné avec des pop-up qui étaient assez bien placés, pas trop chers à l'époque, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et puis les pop-up avec tout ce qui se passe, c'est quand même un peu plus compliqué. Mais du coup, j'ai eu un peu de visibilité par des gens que tu vois qui des passants dans la rue et qui m'ont dit ah mais vous êtes référencé quelque part aux galeries Printemps et tout. J'ai senti que c'était vraiment un sujet qui rassurait les gens. T'achètes un produit, oui, mais il est référencé aux galeries, donc c'est que ça marche. Enfin, Ah ouais, je me d'accord. sentais un peu comme ça. Donc je me suis dit tiens c'est quelque chose qu'il va falloir que je fasse, sauf que Galeries et Printemps ils ont des délais d'achat qui sont quand même beaucoup plus élevés, enfin beaucoup plus grands, donc je peux pas faire une prod 3 mois à l'avance quoi. Il faut que j'envisage vraiment 1 an à l'avance pour pouvoir la présenter et tout. Donc j'ai hyper vite bossé sur l'année d'après.
Déjà, j'ai fait une collection hiver là où aucune marque de maillot de bain ne faisait des maillots l'hiver. Chez Anja, tu trouves des maillots toute l'année et c'est un peu notre marque de fabrique. On a des collections toute l'année. Parce que les autres marques de maillots de bain, du coup, gardent pour l'hiver leur collection d'été et ne Non, renouvellent pas leur collection c'est d'hiver? souvent les marques de maillots de bain ont souvent de la lingerie ou des bodys ou Ah oui, ok, ou d'accord. des affaires de sport ou autres et elles switchent. Donc, Hmm. on est vraiment une marque de bain et de voyage et d'évasion. Enfin, bref. Et du coup, j'ai vite bossé sur l'année d'après. J'ai fait un salon qui s'appelait, enfin, le salon interfilière et j'ai exposé dans Exposed. C'était un petit salon intra gros salon en fait pour présenter des petites des nouvelles marques émergentes un peu stylées, un peu décalées et en fait les acheteurs étaient hyper friands parce que mine de rien les gros clients ils les ont en direct, ils ont pas besoin de se déplacer sur un salon. Donc c'était une bonne raison pour eux de se déplacer pour venir voir un peu les nouveautés, les nouvelles marques émergentes, Instagram, DNVB, enfin tout ça. Et du coup, j'ai présenté ma nouvelle collection sur ce stand-là. Et en fait, c'est comme ça que j'ai eu les galeries. Voilà. J'étais en contact avec le Bon Marché aussi, mais j'ai choisi les galeries. Et l'année d'après, l'année d'après, le printemps a suivi. Voilà. Donc c'est le salon, mais aujourd'hui les acheteurs de toute façon ils repèrent sur Instagram, sur la presse et Instagram. C'est plus la même façon je trouve. Et justement, en termes de l'ascension de ta marque, comment est-ce que tu t'y es pris justement pour qu'elle grandisse? Tu vois, pour que tu arrives à faire des ventes, pour augmenter ta visibilité, etc., pour augmenter ton nombre de clients. Bah, c'est passé non, essentiellement par Instagram. Nous, on est Ah ouais. vraiment une Mm. marque DNVB vraiment dans le sens où Instagram génère énormément de nos ventes. Donc ça a commencé par des influenceuses et puis l'année d'après j'ai commencé à mettre un petit peu de budget dans le sponsorisé et puis mine de rien je pense que les clientes ont commencé à acheter en 2017. Les maillots étaient cool, ils étaient de qualité, elles les remettaient l'année d'après, elles commençaient à en parler et on a une application sur notre site où à la sortie du panier on leur demande comment avez-vous connu la marque et ce qui ressort le plus c'est par amis et par bouche à oreille. Donc on a de l'Instagram parce qu'on on fait du sponsorisé Instagram, mais il y a énormément de bouche à oreille aussi parce que la qualité plaît. On a un taux de retour de clientes, c'est-à-dire que les clientes reviennent pas, elles rendent leur maillot, mais on a un taux de retour cliente qui est assez élevé, qui est même très élevé pour du bain parce qu'on ne peut pas comparer avec un abonnement de beauté ou autre, mais on a des clientes qui reviennent chaque année, chaque saison, chaque collection. Il y en a qui en ont 8, 9. Enfin, c'est assez lunaire comme business. Et puis, c'est un business qui drive un peu des passions. Le maillot de bain, t'as soit la clientèle qui est très disciplinée. Bon, non, j'en ai acheté un. Je consomme pas trop. Je préfère en garder un chaque année, enfin en avoir un nouveau chaque année. Et puis t'as celle qui craque qui voit vraiment le maillot comme une pièce mode et qui a envie de changer tous les jours et qui craque à chaque collection parce qu'elles adorent. Et donc du coup on a une clientèle hyper fidèle. Donc ça c'est un premier point. Instagram et puis la presse et puis ça se fait doucement, hein, ça se fait doucement mais sûrement. C'est pas Et aujourd'hui, ta boîte a presque 4 ans. Tu n'es plus toute seule, j'imagine. non. Vous êtes, euh, vous êtes combien? On est en effectif, effectif chez Anja, on est 4. Et après, on fait bosser tous les Plein de mois free. Ouais, une quinzaine de freelances ouais, différents, que ce soit notre photographe, le site internet, notre ouais. styliste, notre comptable, notre logisticien. Enfin, on a une grosse équipe qui travaille pour Anja, mais dans les bureaux payés par Anja, on est 4. Hmm. Et justement, en tant qu'entrepreneuse, tu as monté ce projet toute seule. C'était pas trop dur de recruter les premières personnes pour travailler autour de toi? Du coup, de déléguer aussi certaines tâches que tu faisais? Alors, dans ta question, il y a deux questions. La première, c'est le recrutement. Le recrutement, en fait, ça s'est fait assez. J'étais toute seule parce que j'ai un profil de chef d'orchestre. Je n'excelle dans aucune fonction, mais je les entends toutes et je les comprends toutes et
et je sais être chef d'orchestre, mais je ne suis très bonne dans aucune de des fonctions. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc globalement, trouver un associé à l'époque, c'était un peu compliqué parce que j'avais un regard sur tout. Je savais ce que je voulais en termes de style, en termes de com. J'avais une vision très chiffrée de la marque. Donc j'avais pas besoin d'un financier ultra, voilà, d'un commercial, pas forcément parce que j'étais essentiellement sur du marketing et de la com sur Instagram. Une styliste, j'aimais bien ce que je faisais et les dessins que je faisais, donc j'avais encore des idées, donc j'en avais pas forcément besoin. Donc j'ai avancé toute seule. Et puis j'ai commencé par trouver une stagiaire qui s'appelait Pauline, qui est restée chez Anja pendant finalement 2 ans. Ouais. Et puis elle est partie pour de nouvelles aventures. Et là, en fait, par un heureux hasard, ma meilleure amie me dit, écoute, ma belle-sœur est de retour d'expat, elle cherche à remettre le pied à l'étrier, et toi tu cherches quelqu'un, voyez si vous pouvez vous entraider pendant quelques mois et puis vous voyez comment ça se passe. Elle va chercher à côté, toi tu chercheras un autre profil. Et en fait, l'un dans l'autre, c'était le coup de cœur. Elle est en face de moi, donc c'est gênant. Gros coup de cœur. Et du coup, en fait, c'est marrant parce que on est semblables, on a la même vision des choses, mais on a des caractères qui sont assez différents. Elle est beaucoup plus rentre dedans, commerciale. Elle va être responsable de tout le développement chiffre de la marque. Donc, elle va vraiment toucher à tout, que ce soit sur le digital, sur nos relations commerciales ou des boutiques ou des pop-up ou tout ce qui peut développer notre chiffre. Et moi, je reste sur tout ce qui est marketing et style. Donc, on a réussi à se dispatcher le travail de cette manière. Donc, c'est top. Et puis, on a eu 2 stagiaires en début d'année de l'année dernière. Une qui est restée en CDI et l'autre qu'on a gardé en alternance. Donc, finalement, on est 4. Et puis, en fait, moi, en termes de recrutement, je marche au coup de cœur. Je suis quelqu'un d'hyper émotif, hyper sensible. Et si je le sens, je le sens. Si je le sens pas, je le sens pas. Et puis après aussi, en termes de capacité de financement d'un poste et de nécessité de ce poste-là dans l'équipe. Parce que, mine de rien, comme on est toutes un peu touche à tout, c'est difficile de se dire, on a vraiment un besoin sur tel secteur, il faut qu'on recrute. Donc, pour l'instant, à 4, on est au top. Et puis, tu me posais une question pour déléguer. Moi, j'ai lu un bouquin de Marc Simoncini, d'ailleurs que je recommande. Qui est le fondateur de Mythique, c'est ça? Exactement. Voilà, et qui dit en fait le propre d'un bon DG, c'est de s'entourer de gens qui sont meilleurs que soi. Et je suis vraiment d'accord dans le sens où j'ai aucun ego. Moi, le but, c'est qu'on s'éclate, qu'on s'amuse, qu'on grandisse et qu'on n'arrête pas de grandir. Et il y a des choses que je ne sais pas faire, comme je l'ai dit. Voilà, là, j'ai engagé une styliste en freelance qui est là avec nous depuis quasiment 1 an et demi, parce que j'arrivais à court d'idées et que j'avais besoin de renouveau et qu'il y a un moment où chacun son métier. Donc, elle bosse avec nous. Lucie est clairement plus douée que moi pour le développement commercial. Moi, je suis une autruche. J'ose pas parler de ma marque. J'ose pas parler je préfère rester. Elle me pousse à faire des interventions sur Instagram, à faire des lives et tout. Donc je le fais parce qu'en soi ça plaît et que c'est sympa de voir qui est derrière la marque. Mais moi j'adore mettre en avant mes équipes parce que c'est en gros c'est pas que moi Anja, c'est grâce à toutes les équipes qui sont derrière avec moi. Et du coup j'ai aucun souci à déléguer, vraiment. Et puis il y a un moment où j'ai fait une grosse partie du taf, j'ai créé la marque toute seule et puis ça m'amuse aussi de déléguer, de prendre un peu de recul. J'ai un fils, je suis enceinte, j'ai pas envie de garder tout pour moi, j'ai envie de déléguer. Puis je suis hyper friande d'idées. Dès qu'elles ont une idée et que je la trouve bonne, on la met en place. On n'en parle plus. Enfin, si ça me plaît, on y va. Si ça me plaît pas, on y va pas. Enfin, on avance quoi. Mais elles sont voilà, elles sont assez indépendantes, je pense. Est-ce que tu peux nous raconter ta journée type? Oula. Tu vas me dire, comme tout le monde, il n'y a pas de journée type. Oui, non, mais en gros, pour l'instant, on est des lève-tôt parce que notre fils est un lève-tôt. Donc, on est réveillé vers 6h45, entre guillemets. Donc, petit-déj en famille, puis dépose à la crèche. Et j'arrive vers 8h50 au bureau.
les équipes arrivent à 9h30, donc j'ai un petit temps pour me poser. J'aime bien être au calme et avancer là-dessus. Enfin, et avancer sur tous les mails et tout. Une journée type, franchement, à part en termes d'organisation, euh, où les équipes arrivent à 9h30, elles repartent vers 18h30, 19h, et moi, je sais pas quoi te dire. On fait, et typiquement, je peux te raconter ma journée d'hier. Donc hier, il y a un fournisseur de tissu qui est venu pour 2022. La styliste était là. On a fait toutes les retouches sur le beachwear et des nouveaux samples de 2022. On a déjeuné rapidement, puis on a fait un point sur des pop-up qu'on voulait ouvrir. Voilà, on a accueilli Marie, une nouvelle stagiaire en marketing opérationnel, qui vient nous aider parce qu'on ouvre une boutique de 7 mois à Saint-Trope, donc on va avoir du boulot. Ok, ouais. Et puis on a vu les équipes de braderie parce qu'on a fini une opération de braderie, donc on a fait un débrief avec Édouard, le fondateur, et Camille. Ça. Et Camille, voilà, ils sont restés 1 heure. On a papoté du business, de ce qu'on pouvait faire ensemble, voilà. Et puis on a enchaîné sur j'ai fait j'ai fait la compta parce qu'on est le 1er février. On a fait nos budgets, on a vérifié si on était bien dans les clous niveau budget. On a fait un bilan du premier mois de janvier en termes de chiffres. Enfin voilà, voilà, c'est pas une journée type, mais c'était ma journée d'hier. Donc dans une journée, il y a beaucoup, beaucoup de tâches, beaucoup de rencontres, des réunions, des chiffres, etc., quoi. Le Ouais, quotidien mais type c'est ça qui est d'une marrant, entrepreneur. parce qu'on switch vraiment du tout au tout, et c'est ça qui est drôle. Et qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui dans ton métier? Je dirais, moi, je continue à adorer le style, les essayages, les photoshoots. Enfin, c'est ça qui me. Là, on a fait un shoot avec des clientes la semaine dernière, avec une quinzaine de clientes de morphologies différentes, d'âges différents. Et moi, j'ai posé aussi pour montrer qu'enceinte, les maillots Anja étaient au top aussi. Et j'ai trouvé ça génial, en vrai, déjà de voir mes maillots portés par une quinzaine de femmes qui n'ont pas un point commun en termes de corps, de morphologie, d'âge. Enfin, franchement, c'était trop sympa. J'ai une équipe qui est trop cool. Tout était, honnêtement, moi, j'adore ce côté style et photo et organisation de shoot, essayage de proto, voir en fait éclore notre idée jusqu'à comme une chef de produit, quoi. T'as une idée et puis tu vois ton bébé qui sort, et c'est trop sympa. C'est ça qui m'amuse. Quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné? S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ouais. C'est-à-dire? Bah souvent on procrastine sur des choses en se disant ah, mais est-ce qu'on ferait pas ça, mais en même temps je suis pas sûre parce que si on fait ça, est-ce qu'on ferait, bah s'il y a un doute, tu le fais pas. S'il y a un doute dans le recrutement, tu la recrutes pas, ou tu le recrutes pas. S'il y a un doute dans une décision que tu dois prendre avec telle ou telle personne, bah tu le fais pas. En fait, c'est assez, du coup c'est assez catégorique, quoi. J'ai un doute sur ce modèle, je suis pas sûre que ça va marcher. Bah hop, allez, on le fait pas. Enfin c'est dès que j'ai un sentiment, un instinct de je suis pas sûre que ça passe, ou je suis pas sûre que ça va le faire, ou je suis pas sûre, bah hop, on arrête. Et en fait, ça te permet de gagner énormément de temps. Oui, c'est clair. Comme on dit, trop réfléchir empêche d'agir, finalement. Exactement. Est-ce que tu aurais une anecdote particulière à nous raconter? Bah oui, parce qu'en fait, on change de business model. Ouais. On faisait souvent 2 collections par an, une en été, une en hiver, et après on faisait une ou 2 petites collections capsules, une petite collab ou une petite nouveauté. Et là, on va lancer des nouveautés toutes les 3 semaines. Voilà. Donc, Ah oui, donc c'est on a du taf. un rythme de Ouais, production et de création qui est beaucoup plus intense. exactement. D'où D'accord. l'équipe qui se consolide un peu. Parce que vous avez une demande qui a augmenté? Parce que on a souvent des demandes, est-ce qu'il va y avoir des nouveautés, et en fait je trouve que le business où tu présentes une fois en mars quelque chose et puis tu ressasses la même chose tout le temps, c'est un peu redondant. Donc on se disait que bah c'est cool de prendre la parole régulièrement, d'avoir des nouveautés, d'avoir des ambiances différentes, d'avoir des discours un peu différents sur tel et tel maillot. Voilà, on fait des collabs sympas, on fait et après c'est des petites
Quoique non, c'est pas vraiment des petites collections, on a quand même énorme. On a une énorme, en fait, on a une énorme prod, une énorme collection. On verra si ça marche, mais on a clairement une demande. On a une croissance assez grande et assez exponentielle. Donc là, il faut qu'on dégaine quoi. Et puis puis ça change et puis il faut se réinventer. Faut pas rester sur ses acquis. Il faut changer, il faut surprendre, faut bouger quoi. Et selon toi, quel est le trait de caractère qui est indispensable pour monter sa boîte, pour devenir entrepreneur? On m'avait dit, en fait, j'avais rencontré quelqu'un qui me connaissait très très bien et je lui avais dit que je voulais monter ma marque et il m'avait dit, tu as tendance à être flemmarde, tu ne peux pas monter ta marque si tu es flemmarde. Donc je pense que tu peux pas lancer ce projet si tu as une once de flemmardise. Donc je pense qu'en fait faut avoir la niaque en fait et il faut rester positif. Faut essayer de voir le positif en fait parce que des coups durs on en a au moins un par jour enfin mais qui est équilibré par un truc génial en fait dans la foulée donc voilà, mais c'est vrai qu'il faut essayer de rester positif parce qu'en vrai c'est une aventure qui est géniale. Tout le monde a tendance à dire mais t'es libre, tu fais ce que tu veux, mais en fait t'es le contraire de libre. T'as des emprunts sur la gueule, tu dois payer des employés, tu dois rembourser tes emprunts, payer tes factures, payer ta prod, payer ta prod en amont, gérer ta trésorerie, gérer des équipes, gérer du management. C'est un métier qui est très différent de tous les autres métiers, hein, le management. Donc je pense que si t'es pas quelqu'un de positif et de motivé, c'est même pas la peine d'y aller. Et financièrement aussi, ça doit aussi faire un peu peur, surtout quand on est Bah, en surtout quand on a un CDI. business comme le mien où on peut pas faire de précommande, il faut tout Ouais. payer en amont. Mm. Il faut être solide financièrement. Ouais. Ou avoir de très bons partenaires banquiers. Aussi. Petite question de caféine. Avec qui rêverais-tu de prendre un café? Alors toutes mes copines vont se marrer parce que je suis une grosse américaine, mais j'adorerais me poser dans le canapé du Central Park avec tous les acteurs de Friends. Ouais. Ah, génial. Ah ouais. Ouais. Alors Très, tous, très, il n'y en a pas un en particulier avec qui tu préférerais Ross, discuter? ma passion. Ross, Ouais. Je le trouve si drôle. c'est vrai qu'il est drôle. Hein, hein. J'aime bien rire et j'aime bien. Chez Anja, on rit au moins une fois tous les jours, donc j'aime bien faire des blagues, j'aime bien rigoler, donc voilà. Donc un café plutôt cool avec Avec Ross ou tous les acteurs de Friends. ouais. Pour prendre un peu l'air et pour rigoler. Ça Dans ferait ce du bien en ce contexte moment. lourd et Exactement. ouais. Ouais. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des gens qui voudraient se lancer, monter leur marque, potentiellement une marque, tu vois, relative au textile? J'ai tendance à donner ce conseil qui est un peu bizarre, mais d'être radin au début, dans le sens où C'est-à-dire? tout ce que tu peux prendre comme conseil et comme pote qui t'aide gratuitement, bah tu le fais en fait, tu le paieras plus tard, tu lui rendras l'appareil plus tard, mais le milieu du textile, c'est un milieu qui est très complexe niveau trésorerie et que si tu commences à te lancer à dépenser à droite à gauche en pensant que ça va rentrer hyper vite, hyper facilement, bah tu te retrouves vite dans le mur. Voilà. Et s'il y a un budget sur lequel ne pas lésiner, c'est l'image. Ouais. Avoir un bon photographe, un bon vidéaste, parce qu'il y a beaucoup de marques qui se lancent et que si tu te loupes sur ton premier lancement, bah l'occasion de rattraper le coup est un peu Mm. compliquée. Voilà. Ouais, c'est sûr, on n'y pense pas assez parce que souvent les gens pensent à la com, tu vois, au recrutement de followers, etc., mais pensent pas forcément à l'image, en effet. Bah en vrai un compte Insta qui a des trop belles images, bah les gens s'abonnent beaucoup plus rapidement que C'est clair. Et donc, si on veut en savoir plus sur toi, où est-ce qu'on va? Sur toi et sur Anja. sur notre site. On est hyper transparente. Bah, sur notre compte Insta, on met pas mal de choses qui se passent au quotidien au bureau, donc on est hyper transparente aussi sur ce qui se passe chez Anja. Et puis bah comme tu disais, j'avais fait un podcast avec Siam de Génération XX qui Mm. m'avait suivi pendant 6 mois. Donc on l'avait fait en 2 parties, donc il y a quand même pas mal d'infos aussi dans ce podcast-là, parce que c'était une façon différente de l'aborder, de me suivre pendant 6 mois, c'était marrant. Oui, puis ouais. L'évolution de Surtout, mon état c'était toutes les différentes d'esprit. étapes et tout ça. Mm. Ouais, exactement. Mm.
Et puis sinon, on peut nous contacter sur Instagram si on a des questions. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Alexandra. Hâte d'en savoir plus sur les prochaines collections qui vont sortir. Ça va être trop beau. Sur la densité des nouveaux modèles qui sortiront rapidement. Ouais. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à Alexandra d'avoir participé à cet épisode de Caféine. Si vous aimez le podcast, alors abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et parlez-en autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour suivre les actualités de Caféine, rejoignez-nous sur Instagram, Facebook ou encore LinkedIn sur les comptes Caféine Podcast et sur le site caféinepodcast.fr. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.